Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'échiquier international en direct de Al 24 News. Après la trêve humanitaire, le processus d'échange des prisonniers entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste est en cours. 24 prisonniers ou otages du Hamas ont été libérés, dont 10 Thaïlandais et un Philippin ont pu donc quitter Gaza par le passage de Rafah. L'opération a été supervisée par le CICR, le Comité international du Croissant Rouge. En attendant que bien sûr l'opération s'achève avec l'arrivée des prisonniers, les Palestiniens attendent comme convenu la réciprocité qui est déjà en cours au moment où on se parle, à savoir la libération des 39 prisonniers pour un premier échange. Retour sur ces opérations donc d'échange de prisonniers ou d'otages, c'est la 5e opération du genre dans l'histoire de ce conflit. Cette trêve humanitaire signera-t-elle la chute de Benjamin Netanyahou qui déjà a perdu la bataille face à la scène politique interne? Saura-t-il faire face à la pression qui s'accroîtra certainement après ce premier échange de la part des familles des prisonniers ou des otages et de la pression exercée sur lui? Voilà des questions auxquelles nous tenterons ce soir de répondre avec donc nos invités que je vais présenter juste après le jingle. Comme je le disais donc, pour répondre à nos questions, nous aurons aujourd'hui le plaisir de recevoir Kamel Ben Younes, journaliste tunisien. Il est également ancien directeur de la radio Zaytouna, en direct avec nous donc de Tunis. Monsieur Kamel Ben Younes, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Et bien sûr, Miloud Chenoufi, analyste en question internationale, professeur au Collège militaire d'Ottawa, est avec nous donc en direct du Canada. Monsieur Miloud Chenoufi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour l'invitation. Alors, pour commencer, Monsieur Chenoufi, on va le faire avec vous. Pensez-vous que cette transaction est un point marqué en faveur du Hamas, cette opération est la 5e du genre en matière de libération des otages entre les résistances par le passé palestiniennes et aujourd'hui et l'entité sioniste? Dans une certaine mesure, oui, puisque l'objectif affiché de Netanyahou avait été de dire que nous allons libérer les otages par la voie militaire. C'est-à-dire que ce sont les soldats israéliens qui vont physiquement libérer les otages. Oui. Et c'est la raison pour laquelle il rejetait tous les appels à un cessez-le-feu et encore plus en fait, oui. Il refusait toute forme de médiation pour la libération des otages. Alors, le simple fait que ce soit réalisé à travers une médiation et le simple fait que les otages ne sont pas libérés par une opération militaire, bien entendu, ça ne correspond pas au récit narratif avec lequel Netanyahou a justifié son opération militaire à Gaza. Donc de ce point de vue-là, on peut effectivement dire que c'est un... même si ce n'est pas un échec, en tout cas, ce n'est certainement pas un succès politique pour lui. Il y a beaucoup plus d'autres choses à dire sur lesquelles on reviendra, je l'espère, pendant la discussion. Oui, absolument. Donc, on va y venir progressivement. Donc, je disais tout à l'heure que c'était la 5e opération du genre en matière d'échange de prisonniers entre la résistance palestinienne et l'entité sioniste, ce qui nous rappelle un petit peu, Kamel Ben Younes, que c'est la seule façon, quelque part, d'obtenir la libération des prisonniers palestiniens détenus dans les geôles israéliennes, puisque de par l'histoire de ce conflit, même si je ne l'appelle pas comme étant un conflit, mais je n'ai pas pour l'instant d'autres déterminants, même si dans l'histoire donc de ce conflit, n'eût été les otages, les prisonniers palestiniens ne quitteraient jamais finalement les geôles palestiniennes. Et ça s'est démontré, et on va le voir tout à l'heure, à travers donc les différentes étapes où il y a eu des libérations. Kamel Ben Younes. Oui, j'ai eu la chance de travailler longtemps avec l'ex-président Yasser Arafat, Georges Habash, Naïf Hawatna. Donc, toutes les tendances de l'Organisation de libération palestinienne, en tant que journaliste et en tant que ancien directeur de Centre d'études internationales et rédacteur en chef de la revue d'études internationales, on en a travaillé longtemps. Toutes les tendances palestiniennes, de gauche, de droite, socialistes, marxistes, du Fatah, islamistes, nationalistes arabes, avaient depuis les années 70 et depuis les années 80 fait des opérations d'échange avec l'entité sioniste, avec l'occupant.
ce qui se passe depuis une dizaine d'années, c'est la continuité de ce qui s'est passé depuis des dizaines d'années. Cette fois-ci, le gouvernement israélien, le gouvernement de Netanyahou, qui est en majorité constitué d'extrémistes religieux fascistes, considérés par les Israéliens eux-mêmes d'extrémistes fascistes depuis les années 80-90, l'extrême droite religieuse sioniste d'apartheid, ce qui se passe maintenant, ils avaient promis de libérer les détenus comme avec la force, mais avaient échoué. Donc le slogan aujourd'hui, Israël a échoué à ce niveau, même s'il avait réussi à détruire les hôpitaux, les écoles, les centres de réfugiés. Et le mouvement de libération nationaliste, Hamas et Jihad et ses alliés ont gagné puisqu'il y a un pas en avant. Il y a, après 2 mois d'avoir accusé Hamas, Jihad et le mouvement de libération nationaliste d'être des terroristes, on voit le président américain, les chefs d'État européens, les chefs d'État arabes, les chefs des régions arabes de la région complices avec les Israéliens, avec l'occupation israélienne dans la répression du mouvement nationaliste palestinien et surtout de Hamas et Jihad, on les voit considérer ces mouvements comme partie prenante, négocier avec eux et faire un deal politique avec eux. Donc c'est un changement, c'est un début de processus. Il faut en profiter pour essayer d'imposer un cessez-le-feu un peu plus long, une dizaine de jours, une quinzaine de jours, ou bien un arrêt total des opérations militaires, puisque même la presse israélienne comme Haaretz, Ma'arif et les télévisions israéliennes avaient reconnu que plus que 360 jeunes israéliens tués le 7 octobre étaient tués par l'armée israélienne, que beaucoup de civils israéliens étaient tués par l'armée israélienne qui tirait n'importe comment et pas par l'occupation, par le mouvement de résistance palestinienne, que ce soit de Hamas, de Jihad ou bien du Front populaire ou autre. Effectivement, alors revenons à ces mensonges qui ont été déconstruits les uns après les autres, donc par les Israéliens, les sionistes ou l'entité sioniste elle-même, puisque ça a été démontré que finalement ces enfants décapités dont les images dont on parlait n'existaient pas, que tout ce qui a été donc attaqué, c'était par l'armée sioniste. On va revenir d'ailleurs à ce dossier. Je ne sais pas si on a les images des prisonniers détenus palestiniens dont la libération se fait en ce moment en direction de la Cisjordanie. Dès qu'on aura les images, donc on aura le temps de les voir et de les commenter. Monsieur Chenoufi, finalement, donc on disait à travers l'histoire, il y a eu quand même une série d'étapes. Alors on voit les images, voilà les bus qui transportent les prisonniers. Voilà, c'est-à-dire que bon, c'était un petit peu différé parce que ça s'est passé tout à l'heure. Il y a quelques minutes. Voilà, c'est la direction donc en Cisjordanie, la prison de Ofar, avec des images qui montrent les prisonniers transportés par les bus. Alors il s'agit de 39 prisonniers, comme cela a été convenu, 39 prisonniers, c'est-à-dire 24 femmes, entre femmes et jeunes filles, et 15 enfants. 15 enfants dont l'âge n'a pas été déterminé, donc certainement tout âge confondu, étant donné qu'il existe également des enfants dans les prisons israéliennes qui sont détenus donc, de manière administrative, c'est-à-dire qui n'ont jamais été jugés. Donc on revient à notre sujet, M. Chenoufi. Il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu donc l'étape de 68, qui était d'ailleurs très connue, avec la libération de 37 otages palestiniens. Tout le monde s'en rappelle les faits de l'explosion donc de cet avion qui a été détourné. En 79, il y a eu également l'échange de Litani, et donc la libération de 76 détenus palestiniens, dont 12 femmes contre un soldat israélien qui s'appelle d'ailleurs Ibrahim Imram. En 83, lors de la guerre du Liban, toujours 500 Palestiniens et Libanais ont été libérés contre 6 otages israéliens sur un total de 8. On verra qu'en 85, l'opération Al-Jalil, l'une des plus grandes opérations justement d'échange de prisonniers, a vu la libération de 1155, c'est vous dire, contre un otage
un otage israélien, puisque le 7e, et c'est un petit peu le prolongement de l'opération de 83. Et là, parmi ces détenus qui ont été libérés, se trouvait Sheikh Yassine, donc le leader du mouvement de Hamas. Aujourd'hui, c'est l'une des opérations aussi historiques. Alors la question qui se pose, M. Chenoufi, est-ce qu'à chaque fois qu'on veut voir des prisonniers palestiniens être libérés, il faut recourir à cet usage? Parce qu'il n'y a aucun espoir qu'ils soient libérés sans cela. En fait, malheureusement, tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas un accord de règlement du conflit, un accord global qui rétablit les Palestiniens dans leur droit à la souveraineté à travers l'autodétermination, eh bien, les méthodes pour libérer les prisonniers palestiniens ne sont pas très nombreuses. Et en fait, les Palestiniens sont mis devant une situation où ils n'ont pas d'autre choix que de recourir aux moyens auxquels ils ont recouru. Le problème, c'est que nous sommes dans une sorte de cercle vicieux, parce que les Israéliens savent très bien qu'ils peuvent aujourd'hui libérer tant de Palestiniens, ça ne les empêchera pas d'emprisonner le double juste après le conflit, ou dans une semaine, ou dans 2 semaines, ou une fois que leurs otages ont été libérés. Donc vous comprenez que la situation est extrêmement dure et difficile pour les Palestiniens, et que, comme le veut en fait l'ensemble de la communauté internationale, y compris les États qui ont signé un chèque en blanc à Israël, y compris les États arabes, il y a une sorte de consensus sur le fait que ce conflit-là doit être réglé selon un accord. Et tant et aussi longtemps que cela ne s'est pas produit, eh bien, ce cycle de la répression systématique, qui est nourri par la nature coloniale même de l'occupation israélienne, eh bien, cela va nourrir en fait les actions comme celles que nous avons vues. Je terminerai par dire une chose. C'est que l'objectif de Hamas, je ne crois pas qu'il était limité à la libération des prisonniers qui sont en fait des otages palestiniens détenus par les Israéliens, qui sont aujourd'hui au nombre de quelque chose comme 10 000. D'accord. Il y avait l'objectif de l'opération du 7 octobre était un peu plus large. Il était d'abord et avant tout politique et consistait à remettre la question palestinienne sous le radar du monde, parce que, comme on le sait, ces dernières années, les Palestiniens mouraient au quotidien, leur territoire était confisqué au quotidien, la colonisation se poursuivait avec, par-dessus le marché, un mouvement de normalisation avec un certain nombre de pays arabes. Et l'idée était partagée en Israël et ailleurs en Occident, était que la question palestinienne, en fait, a été réglée selon la promesse qui a été faite par ceux qui ont assassiné Rabin dans les années 90 et qui disaient qu'on peut réduire complètement la résistance palestinienne sans faire la moindre concession. Eh bien, la guerre à laquelle nous assistons aujourd'hui est un rappel que cette victoire était tout à fait chimérique, et la réalité est que la question palestinienne reste une question centrale pour les Palestiniens, pour la région et pour le monde. Et pour le monde arabe surtout. Monsieur Kamel Ben Younes, alors quelles seraient ou quelles pourraient être aujourd'hui les répercussions de cet échange de prisonniers et d'otages, juste pour faire la distinction, sur le plan interne politique de l'entité sioniste et surtout sur le gouvernement de Netanyahou, et on reviendra par la suite sur les positions de Netanyahou justement. Je pense qu'aussi bien pour le camp israélien que pour le camp palestinien, que pour le camp arabe et pour la communauté internationale, il y a plusieurs niveaux à traiter avec le dossier de l'occupation israélienne pour la Palestine, du conflit historique entre Arabes et Israéliens, Palestiniens et Israéliens. Pour certains, il s'agit seulement d'un dossier humanitaire. Oui. Donc, on a vécu en 1982, lorsqu'il y avait pour la première fois dans l'histoire du monde arabe, une ville arabe, une capitale arabe, c'était
c'était Beyrouth, qui était envahi, occupé par l'armée israélienne. C'était le général Sharon en ce moment. Et les leaders des pays arabes, les rois, les chefs d'État arabes, à l'époque déjà, ils parlaient il faut fournir l'eau, l'électricité, les médicaments aux Palestiniens et aux Libanais. Et on a fini enfin par obliger les leaders palestiniens à quitter le Liban. Depuis des semaines, des centaines de milliers de logements sont bombardés, des centaines de milliers de Palestiniens sont dans les rues, en train de bombarder les hôpitaux, les écoles, les centres des réfugiés des Nations Unies pour préparer le terrain à exclure les citoyens palestiniens de leur territoire. Donc c'est un dossier national, ce n'est pas seulement un dossier humanitaire. Ce qui se passe maintenant, il faut que les médias arabes, les médias internationaux, les gens qui croient au principe des droits de l'homme et à la légalité internationale, comme les peuples de l'Amérique latine, l'Afrique du Sud, les pays, l'Indonésie, certains pays du monde arabo-musulman. Le Sud global. Oui, qui sont pour le droit national, les droits nationaux du peuple palestinien pour profiter de cette trêve et de cet échange partiel de certains jeunes, certains enfants, certaines femmes. D'ailleurs, c'est honteux d'apprendre qu'il y a des enfants dans les prisons, des enfants qui avaient 13 ans. Vous rendez-vous compte? Des enfants qui avaient 13 ans, 15 ans, des filles qui sont en prison depuis 8 ans et qu'ils étaient arrêtés lorsqu'ils étaient enfants, adolescents. C'est honteux. C'est bon pour faire encore expliquer la question nationale palestinienne au monde. Maintenant, certaines statistiques parlent que 95% dans certains pays européens, américains, surtout en Espagne, en Belgique, sont de plus en plus pour le peuple palestinien, pour le droit national palestinien. Mais il faut rappeler, moi j'avais suivi la conférence de Madrid, le Conseil national palestinien à Alger en 91, lorsqu'on préparait la conférence de Madrid, puis j'ai suivi à Tunis, en tant que reporter à l'époque de la BBC, le processus d'Oslo. Tout le monde était optimiste, mais enfin, même après que le leader historique de la Palestine, Yasser Arafat, le leader historique des Israéliens, Yitzhak Rabin, qui était le leader des guerres israéliennes, avait accepté un processus dans lequel on offre aux Palestiniens 22% des territoires palestiniens par rapport à 1947-48. Et malgré ça, les extrémistes israéliens avaient assassiné Rabin pour arrêter le processus. Puis ils ont assassiné Yasser Arafat pour dire qu'on n'a plus besoin de la reconnaissance de la légalité de l'État d'Israël par les leaders historiques de la cause palestinienne. Maintenant, si on va utiliser cette guerre pour des finalités de business, comme le font certains régimes arabes, certains leaders européens, comme Biden, Joe Biden pour des raisons électorales, ou Trump et les républicains sont pires. Certains leaders européens comme Macron qui n'est plus la neutralité française de Jacques Chirac ou bien de Général de Gaulle. On est très loin de la position traditionnelle, effectivement. Oui, ils se sont passés. C'est pour cela que la France a perdu l'occasion d'être médiateur, que Washington a perdu l'occasion d'être médiateur. Maintenant, il faut profiter de cette médiation, de cette conjoncture nouvelle, pour insister à obliger Israël à un arrêt total du feu, puis à accepter un nouveau processus politique sérieux. Parler du blablabla et de deux États, il n'y a plus de place dans la Cisjordanie. Il y a 750 000 colons maintenant en Cisjordanie. Est-ce qu'il y a un avenir pour le gouvernement de Netanyahou avec cette opération d'échange? Oui, le gouvernement de Netanyahou, il y aura des conflits. Maintenant, il y a des conflits maintenant au sein de l'extrême droite et la droite israélienne, mais il y a des risques que l'actuel ministre de la Défense devienne lui-même le chef du gouvernement. Il sera pire que Netanyahou. Netanyahou, quand il était arrivé par rapport à Yitzhak Rabin et Shimon Peres, était considéré extrémiste, monsieur Playboy, il a des affaires qui lui mettent en prison, mais de plus en plus, chaque fois, il y a des leaders qui sont plus extrémistes que les autres. Peut-être il y aura un gouvernement, comme ça on l'a vécu pendant les 3 dernières années, puisqu'il y a eu 4 ou 5 gouvernements. Oui. Il y a une crise de confiance, bien sûr, lorsque il y aura les médias israéliens et les commissions d'enquête
vont faire leurs enquêtes. Il y aura des leaders palestiniens, y compris des responsables militaires et de sécurité qui seront en prison, puisque les militants de Hamas, les militants de Qassem étaient à peu près dans 9 villes palestiniennes, 9 colonies, colonies israéliennes côté de Gaza. Au cours des 6 heures, ils ont envahi la technologie israélienne, les casernes israéliennes. Ils avaient maîtrisé la situation. Il paraît qu'ils ont pris même des hard disks et des informations. Absolument, c'est ce qu'on dit en tous les cas. C'était une défaite de l'armée imbattable. Très bien. En tous les cas, le mythe de l'armée imbattable, parce que ça a montré que ce n'était pas du tout l'armée invincible. Monsieur Chenoufi, il y a donc le ministre israélien Arieh Adriai a déclaré que nous sommes prêts à prolonger la trêve jusqu'à 10 jours, alors qu'il n'était pas du tout question de la prolonger. C'est-à-dire que c'était 4 jours et Netanyahou disait que c'était déjà pas mal qu'on vous donne 4 jours. Il ne l'a pas dit en ces termes, mais presque, voilà. Il a dit également que nous sommes convenus de la libération de 300 prisonniers palestiniens contre 100 otages. Nous sommes loin, finalement, M. Chenoufi, des ultimatums de Netanyahou, n'est-ce pas, qui disait on n'accepte pas, on va libérer ces otages nous-mêmes, puisque vous l'avez dit, vous l'avez rappelé très bien tout à l'heure. Et peut-on comprendre finalement ce qui se passe? Est-ce que la situation est en train d'échapper justement à Netanyahou, puisque ce sont ses propres ministres de son gouvernement qui font des déclarations complètement à l'opposé? En fait, oui, effectivement, il y a des tensions et le fait qu'un ministre dise quelque chose de différent de ce que dit le Premier ministre est un indicateur assez clair de ces tensions-là. Mais ça ne veut pas dire que à la fin de la trêve, ce n'est pas le point de vue de Netanyahou qui va prévaloir. Alors, il faut comprendre ce qui se passe. Alors, en plus de ces tensions-là, vous avez de la pression qui est exercée sur le gouvernement israélien et qui provient de l'intérieur même de l'opinion publique locale israélienne autour des familles des otages. Et si vous suivez un peu les manifestations qu'ils ont organisées et le discours dans les médias et la classe politique israélienne autour de cette mobilisation-là, vous allez voir aussi qu'il y a une opposition politique à Netanyahou. Donc, il est tout à fait conscient que ce qu'il subit de la part des familles est aussi une action politique contre lui. Vous avez ensuite de la pression qui lui vient des Américains, malgré tout le soutien qu'ils lui ont accordé, le chèque en blanc qu'ils lui ont accordé, le fait qu'ils ont complètement ignoré les crimes de guerre qui ont été commis, les crimes contre l'humanité qui ont été commis depuis le 7 octobre. Oui. Mais vous savez, Biden lui-même sait maintenant que 68%, dans un dernier sondage, 68% des Américains sont favorables à un cessez-le-feu durable. Les derniers sondages aussi donnent Trump vainqueur dans tous les scénarios l'année prochaine, et ça s'explique par le fait que le vote des jeunes, qui est absolument nécessaire pour une victoire de Biden, lui échappe à cause de la position qu'il a prise sur la question palestinienne. Donc, si vous voulez, ceux qui essaient de contester aujourd'hui la voie qui est tracée par Netanyahou s'appuient sur cette série de pression. Vous avez aussi une pression, même si elle n'est pas très bien entendue, qui vient des pays arabes qui, encore une fois, ont raté l'occasion d'être efficace dans ce conflit. Mais enfin, il y a donc cette pression qui s'exerce sur les Israéliens pour essayer de changer de camp, de changer de position. Oui. Parce que la politique générale va rester la même, hein. C'est celle de la colonisation, l'occupation, etc. Mais j'insiste en fait sur ce point pour dire que Netanyahou risque de perdre politiquement. Mais vous savez, ce monsieur est malheureusement l'incarnation d'une idée. Et cette idée-là ne va pas nécessairement disparaître avec sa disparition politique. Et cette idée, c'est celle de l'occupation et celle de la négation des droits des Palestiniens. Merci beaucoup, monsieur. Oui, allez-y. Non, c'est... Merci beaucoup, M. Chenoufi. Je pensais avoir raté un petit passage. Au fait, je voudrais donc remercier nos invités qui étaient avec nous. M. Milad Chenoufi, analyste des questions internationales. Vous êtes également
analyste et professeur au Collège militaire d'Ottawa. Était avec nous également Kamel Ben Younes, qui est journaliste tunisien et ancien directeur de la radio Zaytouna. Et vous avez également été correspondant de la BBC, Monsieur Kamel Ben Younes, comme vous l'avez donc cité. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.